け場ならある。皆走れ。運ばれたぞ。見えてなんぼのおでんに候。Une légende venait de tirer sa révérence. Pilier d'une génération et détenteur des secrets d'un ancien monde, Oden Kuzuki s'en est allé d'une ultime pose de kabuki. Il y a 4 ans, Eiichiro Oda, maître de l'écriture sur le long terme, nous avait déjà partagé les derniers instants d'Oden lorsque ses vassaux se remémoraient sa mort. Les toutes dernières paroles du seigneur furent bel et bien « Je suis Oden Kuzuki et je suis né pour bouillir ». Complétant le dernier acte de sa vie, le seigneur stupide tire le rideau en adressant un discours réflexif très intense sur la nature de son flashback. Pour ma part, si j'ai pu vous divertir le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient. Un message adressé à ses sujets, ses ennemis, mais également à ses lecteurs. L'acteur remercie son public et le flashback d'Oden Kuzuki, dans sa nature la plus profonde, se définit avant tout par son premier intéressé comme un simple divertissement. Un Oden Kuzuki conscient du rôle de ce troisième acte comme simple pause narrative dans un Wano au présent chaotique. L'heure légendaire prend fin et dans un souci de subversivité, voilà que le seigneur survit, amplifiant le mythe du personnage. Dire qu'Oden Kuzuki était fort est un euphémisme. Conscient du rôle qu'il incombe, Oden marche sur les pas du seigneur des pirates et ami Goldie Roger en attroupant une vaste foule avant de lui adresser un ultime message. Mais Oden n'est pas un pirate, il est un seigneur et sa volonté ne se transmet pas universellement, non, celle-ci, comme flamme éternelle, s'inscrit désormais chez ses vassaux. Oden-sama ga nokosareta o kotoba wa tatta hitokoto. Wano kuni o kaikoku seyo. Son rêve est le leur. 20 ans plus tard, le temps des deux rois est arrivé, revenu d'il y a plus de 800 ans, l'homme attendu par Goldie Roger, Oden Kuzuki et le monde entier fait enfin son apparition. Quand il foulera Wano de son pied, accompagné de 9 vassaux, l'héritage d'Oden Kuzuki sera enfin accompli. Joy Boy, sourire éternel et volonté millénaire, regarde bien Oden, 20 ans dans le futur. Ainsi s'achève le flashback d'Oden Kuzuki, lui qui se présentait pour la toute première fois, un Oden en bouche. Barbe Blanche fut charmée, Roger captivé, et notre bien-aimé Oden décéda en criminel dans la capitale des fleurs. Comme pour ses vassaux, la mort de l'héroïque Oden Kuzuki restera gravée dans nos mémoires à tout jamais. Un respect si fort lui est adressé qu'il se retrouve jusqu'à même ses adversaires. Nous sommes nombreux à devoir des excuses à Kaido, créature la plus puissante du monde, mais honnête homme. Un homme qui donne sa parole pour l'heure légendaire et adresse ses respects au seigneur avant de le soulager de ses blessures. Eiichiro Oda opère ici un changement capital mais pourtant très subtil chez le personnage de Kaido, un tour de force permettant au lecteur de redécouvrir un méchant aux multiples facettes. Bonne Clé va pouvoir manger son fruit sans crainte, Kaido s'est chargé d'achever son ancien détenteur, car dans un duel d'homme à homme, on ne triche pas. Rappelant curieusement les paroles d'or de Katakuri. Kaido est décidément très intelligent, surtout à l'aide d'un contraste offert par la terrible naïveté d'Oden qui, même dans la marmite, ne peut s'empêcher d'être honnête. Alors le seigneur de Coolie laissera une trace très forte en Kaido, opérant chez lui une modification intrinsèque, car il est le premier à saluer la mort légendaire dont il peut témoigner, mais met l'accent avant tout sur la notoriété future de cette dernière. Ce qui intéresse Kaido, c'est la postérité. Alors peut-être qu'à cet instant, la créature plongea dans l'alcool, perdant l'adversaire le plus puissant qui lui a été donné d'affronter. Kaido veut une mort légendaire et c'est pourquoi, au chapitre 795, il en veut à Barbe Blanche et sa mort tout aussi légendaire. Jusqu'à ces derniers instants, Oden fut un être incroyable, encourageant son bourreau à devenir encore plus fort, expliquant la nature terrifiante de l'empereur aujourd'hui. Oden lui demanda d'être plus fort et Kaido devint invincible.
Tandis que les dernières volontés d'Oden Kozuki se voient recouvrir les cases du chapitre en petits morceaux, sa légende prend forme. L'esprit invincible, Oden ne meurt pas, permettant une dichotomie très forte avec l'homme le plus fort du monde, à l'esprit qui finissait par céder, tandis que son corps, véritable monument historique, restait debout. Oden Kozuki arrive à ses limites et n'a pas peur de l'exposer à sa femme. Son esprit cependant, lui, ne mourra pas, et il en est sûr depuis la vision du One Piece sur Laugh Tale. Tout comme Roger, Oden ne meurt pas, car un homme meurt lorsqu'il est oublié. Illustrant une énième fois les paroles d'Iluluke d'il y a plus de 20 ans, le 24 janvier 2000 au chapitre 145. Le corps meurt mais les souvenirs demeurent, et Oda n'a décidément rien oublié. Convient alors ces hommes à cet endroit-là pour assurer avec une telle sûreté qu'ils ne peuvent mourir. Le message le plus évocateur chez la mort du Seigneur est son sourire qu'il laisse à son peuple. Il est dans un premier temps important de préciser la confiance accordée à ses sujets jusqu'à ces derniers instants, puisqu'Oden est mort avant de pouvoir entendre la fin de sa phrase. Ainsi, il fait preuve de la plus grande vertu d'un seigneur, celle d'accorder à son peuple la confiance et le devoir de finir sa phrase sans qu'il puisse en être sûr, celle à ses vassaux de finir sa mission. Oden meurt en transit, là où les choses se créent. Il est une flamme éternelle qui brûle même jusqu'à l'huile de la marmite. Oden a survécu au supplice et rien ne semble pouvoir l'arrêter, car les rêves des hommes n'ont pas de fin et celui d'Oden n'a jamais autant été d'actualité. Mais ce sourire, il nous pose deux questions renversantes. Oden est-il un dé et un dé est-il un sourire? Nous faire voir le sourire d'Oden comme unique et ultime représentation physique est renversant. Renversant car les Kozuki semblent définitivement liés à la volonté du dé, et renversant car si on renverse son sourire, on a un dé. Comme s'il avait entendu son peuple achever sa phrase, Oden exprime une dernière fois la fierté qui lui porte. Eiichiro Oda, à qui l'écriture sur le temps ne cesse de surprendre, a réussi à sortir la mort d'Oden le jour même de la fête de l'Oden au Japon, qui n'arrive qu'une seule fois par an. On ne peut que sourire nerveusement face à une telle prouesse d'organisation sur le très long terme. Plus incroyable encore, c'était il y a plus de 7 ans, en janvier 2013, et dans le chapitre 696, que Sanji cuisinait un gigantesque Oden. Tandis que Momonosuke refusait de le manger, Kinemon lui assurait que tout irait bien, et qu'il faut aller de l'avant. Sanji se pose alors une question, à laquelle le chapitre 972 répondra. Cependant, il est regrettable de ne pas avoir droit à un haki des rois digne de ce nom de la part du samouraï. Finalement, la seule manifestation de haki fut celle de ses éclairs au combat. Mais de là à ce qu'Ashura Doji l'évoque en voyant Luffy évanouir ses ennemis, il y a un sacré fossé. Enfin, attendons un peu, mais la dispute entre Inuarashi et Nekomamushi semble quelque peu déplacée. Une rancune de plus de 20 ans bouleversant une nation entière juste pour un petit moment de joie déplacée? Pourquoi pas? Après tout, ce serait la fierté du chat qui assume ses actes contre la fidélité du chien qui lui en voudrait. Deux états d'âme impossibles à briser. Ou presque. Shinobu nous sauve alors d'une terrible frustration en permettant au peuple d'apprendre la vérité, occasion pour le mangaka d'introduire un nouveau procédé narratif, celui des flèches comme moyen de communiquer dans Wano. Nul doute que cela ne sera introduit à nouveau dans le présent sans un mot afin d'apprendre des nouvelles de Luffy et des autres dans un chaos terrible où les fourreaux rouges se retrouvent seuls face à l'adversité. Ces flèches permettent alors à Toki mais également à Yasue de lire les dernières volontés d'Oden. Voilà alors que 20 ans plus tard, Yasue Shimotsuki s'en va à son tour, rassemblant une foule pour relancer une vague d'intérêt quant à la mission des Kozuki. À l'instar de la déclaration de Barbe Blanche pour raviver celle de Roger, Wano est définitivement une reprise miniature de One Piece. Il est fantastique de constater combien de gens doivent mourir pour un but les transcendant, quand la mort d'un homme sert au moins à raviver la flamme d'un autre. Si la fin du chapitre nous laisse à penser que d'une manière théâtrale absolue, l'arc Wano revient à son cours présent, il est regrettable de ne pas voir le pays s'effondrer entièrement. Aurons-nous droit à quelques cases pour les derniers instants de Toki, pour les armées des Shimotsuki face aux forces de Kaido et de Roshi? N'oublions pas qu'au chapitre 928, Momonosuke disait avoir entendu de sources sûres que son père et sa mère étaient bien morts. Mais rappelez-vous, Momonosuke est téléporté dans le futur, laissant uniquement 3 personnes dans le château. Toki Kozuki, Iori Kozuki et Kawamatsu. Sachant que le jeune seigneur n'a jamais revu l'homme poisson à l'heure où il exprime ses paroles et qu'il ne sait pas si sa sœur est encore vivante, qui a bien pu témoigner à Momonosuke de sources sûres la mort de Toki? Absolument personne. Ainsi peut-être allons-nous voir Dame Toki adresser un dernier ordre à Kawamatsu qui doit s'occuper de sa fille. Mais soyons francs,
Si elle n'a pas téléporté sa fille dans le futur avec son grand frère, c'est tout bonnement car elle a besoin que dans 20 ans pile, elle lui ressemble. Il est ainsi fort possible que Kawamatsu disparaisse avec Hiyori, tandis que Toki se téléporte dans le futur, elle et sa cicatrice si singulière à la cuisse. La fin des aventures d'Oden Kozuki jusqu'à sa toute dernière case est l'occasion pour Eiichiro Oda d'apporter un énième aspect réflexif sur son œuvre à l'aide donc d'une Toki Kuzuki, détentrice des mystères de ce monde. La fan d'Oden s'adresse à la fois à son mari et seigneur, mais également au lecteur comme fin adéquate à un flashback légendaire. Une attention toute particulière faite à l'observation spectatorielle tant Wano se compose d'une grande pièce de théâtre traditionnel japonais. Ainsi, l'accent est constamment mis sur le regard du spectateur qui ne peut se permettre de cligner des yeux ou encore ici, se doit de rester attentif afin que le rakugo puisse continuer. Regardez ce qu'il va se passer dans 20 ans, regardez le manga revenir à son présent diégétique. Une transition sous le signe d'une grande tristesse, d'une nostalgie poignante. Oden évoque dans sa lettre le nouveau monde, chose que seul Toki peut comprendre sur Wano, mais également d'un grand espoir. Alors qu'Oden explique que la génération suivante vaincra, Oda dessine un jeune Mononosuke endormi, renforçant notre théorie sur le jeune héritier triomphant sur le dragon. Le lien est dans la description. Dans la review précédente, j'osais dire à Kaido de prendre garde, et voilà que le mangaka écrit mot pour mot cette idée avant de tirer le rideau sur la scène, une pièce de kabuki qui se compose donc en 5 actes, introduction, mise en place des intrigues, explication et révélation, conflit pour résoudre les problèmes liés aux révélations précédentes et une conclusion bien amenée. Tandis que le rideau se ferme, nous voilà dans l'attente d'une revanche sous le signe d'un terrible besoin de rédemption, car l'acte 4 est le théâtre de combat permettant à la fois de venger Oden Kozuki, mais également d'accomplir sa volonté liée au One Piece. Ainsi, le dernier chapitre du flashback permet d'opérer brillamment les deux enjeux majeurs de l'acte 3 devant être résolus au présent de Wano l'acte 4. Mais avant cela, n'oublions pas qu'après l'acte 1 nous avait été offert un chapitre de transition incroyable. Après l'acte 2, nous avions droit à 2 chapitres légendaires. Alors allons-nous avoir 3 chapitres d'ordre aussi bouleversant avant le retour de Luffy ? Cela permettrait aisément la réunion des différentes instances à Wano Kuni de manière cohérente. Développement de la marine et son intérêt pour Wano, Barbe Noire décidant de pénétrer le pays pour voler le fruit de Kaido, Shanks suivant la marche soucieux des agissements de Teach, arrivée des corsaires devenus libres de mouvement et Wano, seul pays non affilié au gouvernement, pourrait se révéler être une cachette idéale pour respirer. Sans oublier les propos d'Eiichiro Oda à la Jump Festa sur le rôle de Sabo, Hancock et Vivi, un révolutionnaire au sort encore inconnu, une princesse qui tend définitivement bien trop vers les armes antiques et une impératrice en proie à la marine, car la grande guerre pour le One Piece arrive, la guerre pour le trône, celle pour un pouvoir absolu, celle de la liberté. En effet, il y a 800 ans, un jeune roi nom de Joy Boy venait de rencontrer une princesse sirène. Ensemble, ils eurent un devoir à accomplir et il incombait à Joy Boy d'unir la surface pour accueillir la sirène et son peuple des profondeurs. Cependant, au dernier moment, le pays de Wano dirigé par les Kuzuki décida de s'enfermer pour se protéger de l'immense pouvoir qui pouvait s'abattre sur lui. Une menace aux couleurs du gouvernement mondial qui, comme le précisait le professeur Clover, venait curieusement de s'installer à cette époque. La fermeture du pays doré venait d'empêcher Joy Boy d'accomplir son devoir. Voilà pourquoi pour les habitants de Wano, le pays est une prison et paradoxalement, il est pour le reste du monde le seul pays véritablement libre, faisant de lui la clé de l'histoire et de la famille Kozuki, sa détentrice. S'excusant à la sirène et à son peuple, le roi assure son retour des centaines d'années plus tard. Nous voilà 800 ans après cet événement et les baleines se réjouissent du retour du roi qui coïncide enfin avec la naissance de la princesse sirène. Nous sommes 20 ans après la mort d'Oden Kozuki et ce dernier, au courant de toute l'histoire, livra à sa femme elle-même appartenant au siècle oublié son ultime rôle à jouer. En effet, si Toki envoie les hommes de son mari 20 ans dans le futur, c'est parce que ce dernier lui livra comme testament la prédiction de Shirley et le message de Joy Boy. Oh, imaginez combien ce Joy Boy devait être important, à un point tel que des hommes illustres lui consacrent sa vie et que l'homme le plus important en son temps lui dédie sa mort, que d'autres sont envoyés dans le futur pour l'accueillir et qu'une grande guerre capable de séparer les océans entiers éclatera pour lui. Combien devront mourir pour ce garçon souriant, ce garçon si heureux, ce jeune seigneur d'un temps oublié et anonyme qui à l'aide d'un simple message changea les hommes au fil de l'histoire, faisant de sa volonté leur rêve, de sa mission leur vie. Mais qui es-tu et que leur as-tu dit sur cette île pour qu'ils agissent ainsi? Que leur as-tu fait, toi, à travers un millénaire d'histoire? Mais surtout, que veux-tu à la fin pour que tout le monde ait envie de t'aider ainsi? Je ne sais pas à quoi tu ressembles, de quelle couleur sont tes cheveux, ni de quelle forme sont tes yeux, mais oh oui, nul doute que tu dois être quelqu'un de sympathique.